Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Écho du Togo qui est consacré à l'économie togolaise. Alors aujourd'hui, nous sommes venus voir un vieux routier de l'économie africaine pour pouvoir prendre la santé de l'économie togolaise. Donc entre le franc CFA, les entreprises qui sont privatisées, sans oublier rapport Doing Business et de façon générale, il sera question d'économie comme je le disais. Alors ce soir, nous sommes avec monsieur Nadim Khalif, justement, le monsieur qui m'a dit quelques minutes avant l'émission qu'il se sent plus, en tout cas qu'il est plus africain que moi. Eh bien, c'est un économiste togolais qui n'est plus à présenter à la old school, comme on le dit souvent, mais que la jeune génération ne connaît pas vraiment. Monsieur Nadim, bonjour. Bonjour. Je le disais tout à l'heure dans l'introduction que vous êtes togolais. C'est vrai que bon nombre ne vous connaissent pas, surtout la jeune génération. Vous avez même été de façon éphémère un conseiller économique d'EADEMA. Oui, je l'ai été pendant 6 mois avant que je ne démissionne, parce que les choses ne se faisaient pas du tout. J'avais prévu des réformes fiscales et autres. Il n'y avait pas de suite et donc je me suis retiré. D'accord. Alors aujourd'hui, nous allons prendre la santé économique du Togo, comme je le dis. Et nous savons que pour suivre la santé économique d'un pays, il y a au moins 4 indicateurs qui sont incontournables. Le PIB, par exemple, la balance... Le PIB, c'est la production nationale d'une année. Le produit intérieur brut. Ce que produit le pays pendant un an. Et le taux de chômage? Là, il y a une définition actuellement qui est mal prise en compte, qui ne reflète pas vraiment la réalité. Il suffit que quelqu'un travaille 1 ou 2 jours dans le mois, on dit qu'il n'est pas chômeur. Okay. Donc, ou bien est-ce qu'il y a quelqu'un vous avez les gens, les badauds de la rue qui se débrouillent en faisant une petite opération de vente ou d'achat de tickets de puces de téléphone, ils ne sont plus classés comme chômeurs, et ainsi de suite. Donc, le taux de chômage officiel est très faible. Hein, mais en réalité, il y a beaucoup de chômage déguisé. Et le taux d'inflation, alors? Le taux d'inflation au Togo, comme dans la zone CFA, il est inférieur à 1%. Grâce à la stabilité du franc CFA et à la force du franc CFA. Donc, parce que le taux d'inflation est calculé sur quoi? Il est calculé sur le panier de la ménagère, ce qu'on consomme habituellement pour vivre. Bon, il y a le produit d'électricité, le coût de l'électricité, il y a l'essence, il y a les achats de télévision, de radio, et il y a la consommation courante, tout ce que nous mangeons, les habits, les loyers. Or, tous ces produits-là sont stables dans la zone CFA, parce que la monnaie nous protège contre l'inflation. Nous avons une monnaie forte qui nous protège. C'est comme en zone euro, l'inflation est aussi inférieure à 1%. D'accord. Nous allons revenir plus tard au cours de cette discussion sur la question du franc CFA, mais on va finir en fait avec les définitions basiques en parlant maintenant de la balance commerciale. Qu'est-ce que c'est? La balance commerciale, c'est la différence entre les exportations d'un pays et les importations. Okay. Donc la zone CFA, la zone UEMOA, tout comme le Togo lui-même, on a un déficit inférieur à 3%, ce qui est excellent comme critère. Oui. Alors, revenons à présent au PIB, parce que quand on parle de la santé économique d'un pays, on parle beaucoup plus du PIB. Alors, pour vous, comment est-ce qu'on calcule le PIB? Et au Togo, nous connaissons un taux de croissance qui varie entre 4 et 5% depuis une dizaine d'années. L'UEMOA, c'est un peu plus, c'est entre 5 et 6%, 7%, grâce à la Côte d'Ivoire et au Sénégal. Donc, de ce côté-là, au point de vue masse officielle, nous nous portons bien, puisque nous avons un taux de croissance de 5% environ, moins les 3% de croissance, parce qu'il faut diviser aussi par le nombre d'enfants qui sont nés dans l'année. Donc, comme on a beaucoup de naissances, de l'ordre de 3% par an d'augmentation de la population, donc ça diminue d'autant l'accroissement du PIB par tête. Parce qu'il faut diviser tout ce que produit le pays par le nombre d'habitants. Et comme chaque année, le nombre d'habitants augmente de 3%, donc ça diminue autant la croissance du PIB.
Et donc, c'est ça qui a permis à la Chine d'avoir un taux de croissance très élevé, parce qu'ils ont stoppé la croissance démographique. Nous, en Afrique, on a une très forte croissance démographique qui ampute notre PIB de plus que de moitié. Sur 5%, il y a 3% qui s'en vont à cause de la croissance démographique, il nous reste 2% par an. Mais ces 2% qui restent ne vont pas sur la tête de tous les Togolais. C'est ça que je déplore dans la définition du PIB. On ne voit pas la répartition des revenus. Justement, parlant de répartition des revenus, disons que le PIB 2018 est de 2975 milliards, soit 5,3 milliards de dollars pour une population de 7,4 millions d'habitants et donc un PIB de 672 dollars aux environs de 370 000 environ par habitant. Et puis bon, il faut rappeler que selon toujours ce même rapport, c'est la catégorie des pays les moins avancés. Quel est le taux de pauvreté? Au Togo, c'est environ 50%. Et le taux de pauvreté sont ceux qui gagnent moins de 240 000, 250 000 par an. Moins de 20 000 francs par an. C'est l'extrême pauvreté, ça. Et donc là, vous dites que le PIB moyen, c'est de 370 000 francs CFA. Or, il y a la moitié de la population qui gagne moins de 250 000. Là, c'est les plus pauvres, les très pauvres. Vous vous rendez compte, 20 000 par jour, par mois, ça équivaut à 600 francs par jour. Qu'est-ce que vous pouvez faire avec 600 francs par jour en achetant vos habits, en payant le loyer, en payant l'électricité, en payant le manger? Vous ne pouvez pas vous en sortir. Donc, ceux qui gagnent comme ça, ils n'habitent pas chez eux, ils habitent chez leurs parents ou chez un grand frère. C'est ça qui leur permet de survivre. Donc, et c'est à ça que j'en veux, non seulement au Togo, mais dans tous les pays africains à faible démocratie, c'est qu'on méprise la grande majorité de la population qui souffre dans la douleur et qui n'a pas de quoi manger 3 fois par jour. Comme nous tous ici qui sommes présents, on mange 3 fois par jour. Mais vous vous rendez compte, sur les 7 millions d'habitants, 3 500 000 ne mangent pas 3 fois par jour. Il y en a, même la plupart d'entre eux mangent 1 fois par jour. Et quel manger? Quelle est la composition de leur nourriture? C'est ça. C'est ça qui me choque. Je veux vous donner un chiffre qui va certainement vous intéresser. Vous voyez, on dit, bon, c'est vrai que le PIB à lui seul ne suffit pas pour voir le développement d'un pays. Et donc, le développement humain, tel qu'enregistré par le rapport 2019 du PNUD, dit que le Togo a une faible note, c'est-à-dire 0,513, et est classé au 167e rang mondial sur 189. Alors, dans le même temps, nous avons le dernier rapport de la Banque mondiale, Doing Business, qui dit quand même que le Togo a fait un bond de 40. Le Togo a gagné 40 places, ce qui place le Togo en fait en tête des pays africains. Quand on parle du climat, des affaires, et puis, bon, finalement, est-ce qu'il y a un paradoxe entre ce que dit le PNUD et ce que dit la Banque mondiale? Est-ce que vous comprenez ces deux rapports? Aux yeux du lecteur moyen, du citoyen lambda, c'est choquant. Mais en réalité, l'IDH, ça traduit le niveau vraiment de développement social d'un pays. Vous avez dans l'IDH, vous avez les fosses septiques, par exemple, vous avez l'eau courante, vous avez l'électricité qui arrive chez les habitants. Tout ça rentre dans les facteurs de l'indice de développement humain. Et nous sommes très mal classés. Très, très mal. Par contre, Doing Business, il suffit de faire des réformes formelles. Par exemple, on a baissé le taux de taxation des ventes immobilières, des achats. Maintenant, un acheteur d'immeubles qui veut acheter un terrain, il ne paye plus que 35 000. N'importe quel terrain, ça peut être 100 hectares ou 1 hectare, il paye 35 000 de forfait de droit d'enregistrement. Alors qu'avant, il payait 7% de la valeur totale. Donc ça, c'est aux yeux de Doing Business, la Banque mondiale, qui est une option libérale, très libérale. Donc plus vous allégez les impôts, et plus vous êtes bien noté.
Donc le Togo a allégé beaucoup d'impôts ces derniers temps. Beaucoup d'impôts, surtout au niveau administratif, pour permettre aux nouveaux riches qui ont de la minorité pilleuse d'acheter les terrains à bon sans payer de droits. Par contre, on fait payer maintenant le vendeur du terrain sur la plus-value qu'il a réalisée. C'est lui qui supporte. Or, les vendeurs des terrains, ils ne font pas partie des minorités pilleuses. Parce que qu'est-ce qui vend son terrain? C'est celui qui a faim, qui a besoin d'argent pour faire nourrir sa famille. Donc, vous voyez le contraste. Ça, la Banque mondiale ne le voit pas. Dans le doing business, c'est uniquement des indices formels. Ça brille ou ça brille pas. Actuellement, avec ces réformes-là, le pays, le Togo, qui est une belle femme, est bien habillé de l'extérieur. Mais l'investisseur qui vient d'investir sérieux, notamment la diaspora, nous avons 2 millions de Togolais à l'étranger. Mais ils ne viennent pas investir chez nous, très peu. Très peu, ce sont ceux qui sont proches du pouvoir qui viennent. Mais les autres, ils viennent, ils voient comment fonctionne le marché, ils repartent. Ceux qui viennent, qui investissent, sont des gens qui ne, soit dans la zone franche où ils ne payent aucun droit de douane, ni impôt, ni rien. Bon, là, c'est ouvert. Ceux qui veulent investir dans le monde entier, ils s'en foutent du contexte politique. Mais ceux qui veulent agir dans la vie économique sur le territoire douanier, à savoir là où on paye des impôts, nous aussi on va au tribunal, alors qu'on a raison, on n'est pas du tout sûr de gagner. Parce que la justice est très corrompue. En France, chaque année, au mois de janvier, vous avez le contrôle de la Cour des comptes sur le budget de l'année écoulée. Chez nous, ici, on n'a jamais eu ça. Les rapports qu'il y a eu de la Cour des comptes sur des sociétés d'État, c'est des rapports qui datent de 7, 8 ans, 10 ans. Alors que quand on fait un contrôle, il faut que ce soit tout frais, pour qu'on puisse attraper les mauvais, ceux qui ont mal agi, et non pas ceux qui ont déjà quitté la société et qui sont ailleurs. Donc il n'y a pas de confiance, on n'a pas la confiance dans la gestion publique. C'est ça qui nous manque. Et c'est ça qui me désespère. Moi qui ai vécu, j'ai plus de 76 ans, j'ai connu le Togo depuis l'indépendance, et j'ai vu comment il a évolué. Nous avions, jusqu'en 1975, nous avions un pays qui avait une gouvernance extraordinaire, très bonne gouvernance au point de vue économique. Il y avait une croissance de 7 à 8%, beaucoup plus élevée qu'aujourd'hui, alors qu'on n'avait pas les moyens. Tout allait bien au point de vue économique. Et il y avait la liberté de la libre concurrence. Mais après, à partir de 1975, à partir du moment où Maurice Assor est devenu le conseiller économique du président Yadema, tout a tourné de travers. Et depuis lors, la gestion, on ne sait pas où l'on va. Et on voit des sociétés d'État privatisées. Alors, si on veut privatiser, par exemple, Togocel, nous sommes tous des Togolais sur place, nous avons de l'épargne. Chacun va acheter pour 10 000 francs, 20 000 francs, 100 000 francs d'actions. Nous sommes là pour acheter. Pourquoi faire venir une société étrangère, Action, de Madagascar, pour venir acheter Togocel ici? On peut nous-mêmes acheter, il y a beaucoup d'épargnants togolais qui sont partie prenante pour acheter les actions togolaises de nos sociétés publiques. Et à ce moment-là, on fait venir des experts. Il peut y avoir des experts étrangers, mais nous avons beaucoup d'experts togolais de l'étranger qui pourraient venir travailler dans cette nouvelle société. Au lieu de faire venir des Malgaches, etc., des étrangers, des Français qui viennent gérer ça sous couvert de non-action, et ainsi de suite. Pour le coton, pareil. On a fait venir, on veut vendre ça à Holland, et encore à quel prix? Hein, tout ça, c'est beaucoup moins cher que c'est la valeur réelle. Que voulez-vous, ça révolte. Tous les patriotes togolais sont, je vous le dis, hein, je les rencontre tous les jours. Nous sommes écœurés de tout ça. Et on ne peut rien faire. Bouche cousue. On n'a pas accès aux médias, ni rien. Voilà. Grâce à vous, maintenant, je le dis. Parlons maintenant du franc CFA. Je dois avouer que vous êtes un farouche défenseur du franc CFA. Et tout récemment, vous avez même qualifié le collectif des intellectuels. Enfin, vous avez dit que le collectif des intellectuels africains doit savoir que la politique dirigée par une banque centrale n'est pas la même que la politique économique qui révèle de l'autorité du gouvernement. Pourquoi défendez-vous autant farouchement à chaque fois que l'occasion se présente le franc CFA? Ce n'est pas seulement le franc CFA, c'est le principe même de gestion monétaire.
La monnaie doit rester neutre. Elle ne doit pas être soumise à l'autorité de l'État pour pouvoir conserver sa valeur. Si le sang est propre, tout le corps se porte bien. Mais si le sang est vicié, là, on est malade. La monnaie, c'est la même chose. Il faut qu'elle reste pure. Maintenant, comme la monnaie circule dans le sang, c'est le sang de l'économie, maintenant, c'est la mauvaise gestion de l'économie par les autorités en place qui vont vicier ce sang-là. Vous avez le foie, vous avez la rate, vous avez les reins qui sont chargés dans leur fonction. Et vous avez la tête aussi, qui coordonne tous ces organes. Donc la monnaie, il faut toujours la comparer au sang de l'économie. Elle est neutre. Elle ne se charge de débris, de cholestérol, de sucre, de diabète, etc., que si les organes sont fatigués, qui sont mal gérés. Et les organes, ce sont les organes publics, de l'autorité publique, ceux qui règlent le corps humain. Donc c'est à ça, d'abord, la monnaie doit être neutre. Si elle est au service du gouvernement en place, elle ne peut plus être neutre. Regardez au Ghana et au Nigeria, quand est-ce que le cedi et le naira sont dévalués? Vous le voyez toujours, c'est dans les 2 années qui précèdent les élections, qu'elles soient législatives ou bien présidentielles. Parce que le gouvernement imprime beaucoup de monnaie, de billets pour acheter des voix, faire sa campagne, etc. Il utilise les fonds publics. Et le budget est en déficit. Grave. Nous, notre déficit ici, autorisé, c'est 3% du PIB. Mais là-bas, le déficit peut monter à 20-30% du PIB. Donc, dans tous ces pays, c'est ça qui fait que leur monnaie est dépréciée en permanence. Parce que quand vous dépensez beaucoup d'argent, beaucoup plus que la hausse du PIB, que la hausse de la richesse nationale, à ce moment-là, la monnaie rapportée au montant de la production fait que cette monnaie se déprécie. Et c'est pourquoi les citoyens, les épargnants de ces pays-là ne conservent pas leur monnaie nationale chez eux. Vous allez dans un coffre ghanéen ou dans un coffre nigérian, vous ne verrez pas le naira ni le cedi. Vous verrez le franc CFA et le dollar ou l'euro. Mais le franc CFA est une monnaie refuge pour eux, une monnaie de stabilité. Ils ont confiance dans le franc CFA. Nous avons confiance naturellement. C'est ça qui nous protège. Parce que nos pays sont beaucoup plus pauvres que le Nigeria et le Ghana. Le Nigeria et le Ghana ont beaucoup plus de richesses naturelles que nous, les pays de la zone CFA. Les pays de la zone CFA sont les pays les plus pauvres de l'Afrique de l'Ouest. On a beaucoup moins de ressources naturelles que les autres pays. Mais ce qui nous a sauvés et qui a évité les révolutions sociales, c'est le franc CFA, qui a toujours garanti le pouvoir d'achat des pauvres. Dites-moi, vous qualifiez par exemple les anti-CFA, comme vous les appelez, les Kakonouboukpo, les Kemi Seba et tout, les autres d'être... Je ne mélange pas Kakonouboukpo et Kemi Seba. Kemi Seba, ce n'est pas économiste, c'est un sociologue, journaliste à dessous, mais pas Kakonouboukpo. Kakonouboukpo, je le respecte beaucoup. C'est votre ami? En plus, c'est un collègue universitaire, c'est un jeune frère. Et que je connais ses sentiments nationalistes, anti-CFA, par nationalisme, alors que, parce qu'il ne considère pas le fond des choses, c'est que depuis 1975, le franc CFA est devenu africain. Le siège de la Banque centrale, la BCEAO, a été déplacé de Paris à Dakar. Le gouverneur de la BCEAO est devenu ivoirien, Fadiga. Et c'est lui qui a procédé, qui a recruté il a africanisé tous les cadres de la BCEAO. Et il a défini lui-même, ce n'est plus la France qui définissait, c'est lui-même qui définissait les taux d'intérêt à pratiquer pour la franc CFA selon les besoins des différents pays de la zone, pour faire l'équilibre. D'accord. Vous pensez que les gens comme Kemi Seba et tout sont instrumentalisés par la Russie, par les réseaux russes, qui interfèrent beaucoup dans l'intelligentsia africaine, parce qu'ils ont des arrière-pensées de prendre la place de la France-Afrique qui a disparu progressivement depuis les années 90.
Et la mafia de la France-Afrique a été remplacée par les mafias nationales des gouvernements en place qui ont pris modèle sur la France-Afrique pour le faire chez eux. Donc, et la Russie est consciente du mécontentement populaire des Africains des différents pays de la zone CFA, essaie de récupérer cela en montant ces gens-là contre la France. Pour que la France quitte la zone CFA, ça crée un gouffre pour que la Russie vienne s'implanter à la place de la France. Je regrette vraiment que le temps ne nous permet pas de rentrer en profondeur aujourd'hui, mais une dernière question. Vous faites partie, et vous le dites très souvent, de ceux qui pensent que le Togo, c'est un pays africain, aurait gagné si on avait continué dans la colonisation, devenir par exemple les territoires d'outre-mer, que ça aurait été mieux pour nous. Est-ce que vous assumez? Ce n'est pas le Togo seul. C'est que moi, j'aurais aimé le projet initial de Houphouët-Boigny et de Léopold Sédar Senghor, c'était de créer la communauté franco-africaine. Si on avait essayé, et ils ont voté oui à l'époque, en 1958, en septembre 58, le vote oui, c'était pour créer la communauté franco-africaine. Mais comme sous la pression des États-Unis et de l'URSS qui voulaient mettre la main sur ces pays-là, la France a cédé et elle a accordé l'indépendance aux 14 pays de la zone CFA. Si on était resté associé à la France dans le cadre de la communauté franco-africaine, il n'y aurait pas eu de dictature. Mais les autres départements d'outre-mer ne se portent pas au mieux aussi, hein, on peut dire, le Guyanais, etc. Quel département d'outre-mer? De France. Ce n'est pas ce que nous deviendrons, par exemple, si la communauté francophone avait été... Non, il ne s'agit pas comme ça. Il s'agit d'association. La communauté franco-africaine, nous aurions nos propres gouvernements. Mais toujours liés à la France. Liés à la France, ça veut dire la France aurait rassuré notre politique étrangère, les frais d'ambassade, tout ça, ça coûte très cher. Notre défense, elle le fait toujours. Défense nationale contre les envahisseurs étrangers. Quel envahisseur étranger? Eh bien, les djihadistes en ce moment. Elle le fait. C'était ça là-bas. Et puis la monnaie. Il y avait les trois éléments. Les ambassades étrangères, la défense nationale et la monnaie. Que gagne-t-elle en faisant ça? Est-ce que c'est une magnanimité comme ça? Non, ne croyez pas. Non. Tous les États ont des intérêts à défendre. L'intérêt de la France, c'est le prestige de grande puissance qui serait égal, pas égal tout à fait, mais qui peut se mesurer aux États-Unis. Par exemple, grâce à ces 14 pays de la zone CFA, elle avait plus de voix. À l'époque, les Nations Unies votaient, le nombre de voix comptait beaucoup, il y avait beaucoup d'assemblées générales. Ça aurait apporté à la France beaucoup plus de poids. Ça apportait à l'époque beaucoup plus de poids. Et le prestige international. La France, pays européen, par rapport aux autres pays européens, ça lui donnait un prestige beaucoup plus élevé que les autres pays, que l'Allemagne, alors que l'Allemagne est plus puissante économiquement, mais là, politiquement, la France serait beaucoup plus puissante que les autres pays européens. Vous savez, c'est la géopolitique qui nous manque ici en Afrique. On n'a pas la notion de géopolitique. Chaque puissance économique a besoin elle finance son prestige. Vous savez, les États-Unis, combien ils dépensent par an? 600 milliards de dollars pour assurer leur hégémonie sur le monde. Et vous allez me dire qu'est-ce que ça leur apporte? Ça leur apporte leur image de puissance. C'est eux qui sont la première puissance. Et on la respecte pour cela. Et donc la France, c'est la même chose qu'elle fait avec nos pays de la zone CFA. Pour elle, ça lui donne un prestige international. Et elle le paye cher. Vous savez combien ça coûte la BCEAO, combien coûte à la France par an? Le fait qu'on maintienne que les dépôts de la BCEAO sont placés à la Banque de France. La Banque de France paye chaque année 80 milliards CFA de plus de taux d'intérêt que le taux international. On reviendra certainement sur ces questions. C'est pour vous dire, ça coûte cher à la France. Et maintenant, quand on a dit qu'on va retirer les dépôts, Macron a dit retirez-les, ça va économiser à la France 80 milliards CFA, c'est 120 millions d'euros chaque année. Ça lui économise l'argent qu'elle donnait en plus.
Il est clair que si nous rentrons dans ce débat aujourd'hui, on ne va pas pouvoir boucler l'émission, mais je promets, comme je l'ai déjà promis, qu'on reviendra un autre jour, rien que pour parler du franc CFA déco et tout ce qui va Absolument, avec. vous amenez toutes les questions des anti-CFA, vous les amenez et je vais vous les renverser tous un à un, Parfait. comme je l'ai fait dans mes articles. Parfait. Alors, merci à vous, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. Merci d'être toujours fidèles à Vox Africa et surtout à l'émission Écho du Togo. Nous avons pris plaisir à discuter avec monsieur Nadim Khalif, qui est un économiste togolais, un vieux routier de l'économie africaine, avec qui nous avons eu à aborder des questions liées à la santé économique du Togo, du franc CFA et autres. Mesdames et messieurs, on se dit à la prochaine.